allé jusqu'à dire, M. Tcholé, qu'il trouvait, je dirais, anormal que la banque centrale et l'aéroport soient fermés. Monsieur Dan, où avez-vous un gouvernement facilité la tâche à une rébellion? Où avez-vous vu ça? C'est-à-dire, M. Tcholé demande au gouvernement de faciliter la tâche à l'armée rwandaise et à la rébellion en ouvrant l'aéroport de Goma et en laissant la banque opérer. À la procédure devant amener les sénateurs à la justice. D'autres voix se sont élevées pour dire qu'il bénéficiait d'une loi spécifique faisant référence à la loi organique de 2018 sur les poursuites des anciens chefs de l'État. C'est là où s'est posée mon interrogation. Remarquez, cette loi a été introduite, votée en 2018, juste à quelques mois du départ de M. Kabila. De 2006 à 2018, ceux qui accompagnaient M. Kabila n'ont pas vu l'importance de faire une loi, je dirais spéciale, parce que c'est ça le but, organisant les voies de poursuite pour un ancien président. Ils ont attendu jusqu'en 2018. Pensait-il sûrement que M. Kabila était éternel à ce poste? Il a fallu se rendre à l'évidence que M. Kabila devait quitter ses fonctions pour que des gens tout autour de lui conçoivent cette loi pour, je dirais, le protéger de toute poursuite. C'est ça le but. Mais là où ils ont péché, c'est que cette loi est en violation avec la Constitution. À quel niveau? L'article 119 de la Constitution énumère de manière exhaustive, claire et nette les matières pour lesquelles le Congrès est convoqué. Et dans ces matières, il y en a 7, il n'y a pas la poursuite d'un ancien président. Les 7 matières, vous les listez dans l'article 119. Il y a notamment pour entendre le discours du chef de l'État, il y a pour juger de l'opportunité de l'état de siège ou l'état de guerre, il y a pour traiter de la vacance du président, il y a, je crois, pour la poursuite, autoriser la poursuite pour haute trahison contre le chef de l'État. Il y a 7 matières définies clairement dont le Congrès est habilité à traiter. Donc, une loi organique ne peut pas être en contradiction avec la Constitution. En termes de normes, en droit, il y a ce qu'on appelle les normes hiérarchiques. La Constitution est la reine en termes de la hiérarchie. La loi organique vient pour compléter et non pour être en contradiction. Donc, cette disposition-là qu'ils ont créée, c'est une disposition anticonstitutionnelle. Mais, M. Patrick Yalé, certes, les matières sont énumérées, mais... Exhaustives. Justement, exhaustives. Mais pour poursuivre un président de la République en fonction, il faudrait que le Congrès se prononce. En fonction. En fonction, bien sûr. En fonction. Et cela est prévu dans la Constitution. Bien sûr. Parmi les 7 matières. Oui. Mais cela ne va pas de même pour un ancien chef d'État. Qui plus est, pour des faits postérieurs. Parce que, aujourd'hui, M. Kabila, pour préciser les faits, n'est pas poursuivi pour ce qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions quand il était président, mais plutôt pour des faits lui reprochés postérieurement à sa fonction.
Est-ce qu'il est un sénateur comme tout autre sénateur, élu pour un mandat de 5 ans? Encore quelque chose qui a tiqué mon attention. J'ai essayé de regarder comment ça fonctionnait ailleurs. J'ai constaté que cette pratique, elle est utilisée dans plus ou moins 7 pays d'Afrique. Le Rwanda, le Burundi, le Congo bien sûr, le Togo, le Guinée-Bissau et l'autre Guinée, je ne sais plus laquelle. 7 pays plus ou moins. Oui. Dans ces 7 pays, il n'y a que en RDC où on a créé une loi organique pour poursuivre un président de la République devenu sénateur à vie. Même au Rwanda, le pays réputé, je dirais, dictatorial, il n'y a pas cette disposition. L'ancien chef d'État devenu sénateur est régi par la loi poursuivant les sénateurs. C'est pareil au Burundi. Il n'y a pas qu'en Afrique. J'ai essayé de regarder. En Europe, il y a l'Italie qui aussi applique cette transition qu'un ancien chef d'État peut, parce que là-bas, ils sont nommés après. Ce n'est pas automatique. L'automaticité, vous le retrouvez au Paraguay, en RDC et au Burundi. Parce que même au Rwanda, il faut que le président qui a succédé en conseil de ministres nomme le sénateur à vie. Mais pour répondre à votre question, ils jouissent des mêmes devoirs et droits. C'est-à-dire, ils sont tous soumis à la même procédure, pour répondre précisément à votre question, devant les conduire à leur juge naturel. Si les faits qui le sont reprochés, pour le cas d'espèce, il y a une distinction pour l'ancien chef de l'État devenu sénateur à vie. Au cas où les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire a un lien avec l'exercice de sa fonction quand il était président, là, il y a une différence. Mais si ces faits sont postérieurs, il est astreint à la même procédure que les autres sénateurs. Autant en termes de devoirs qu'en termes de droits, ils sont soumis aux mêmes lois. Ils sont soumis aux mêmes lois. Toujours est-il que beaucoup de juristes se sont levés pour dénoncer ce qu'ils qualifient de cabale politique. Beaucoup donc de juristes. Je vais lire un professeur des universités qui a émis un avis qui est tout à fait contraire à ce que vous dites, monsieur Patrick, et y aller. Un ancien président de la République élu est un sénateur à vie et non un parlementaire. Ça, c'est un professeur, je vous dirai le nom à la fin. C'est un statut particulier, lui reconnu par la Constitution et consolidé par la loi du 28 juillet 2018. Le Sénat est incompétent pour connaître toute demande tendant à lever ses immunités. Article 104, parce que vous parlez de la procédure normale, il est sénateur, le Sénat peut lever ses immunités, lui dit que c'est un statut particulier reconnu par la Constitution et consolidé par l'article 26 du 28 juillet 2018, et donc ne peut subir la même procédure qu'un sénateur ordinaire. Ça, c'est le professeur Onyemba. Monsieur Tassoki, Monsieur Nyemba qui est un ami, je n'aimerais pas répondre de manière, je dirais, directe à ce qu'il a dit. Je ne parlerai pas de moi, je parle du feu illustre Monsieur Tassoki, qui en 2021-2022, disait qu'il était aberrant que des juristes aient conçu une telle loi organique. Parce que il parlait en tant que professeur. Il disait ça le mettait mal à l'aise en tant que professeur devant les étudiants pour expliquer comment une loi organique
pouvait être en contradiction avec l'esprit de la Constitution. Je vous ai dit tantôt que la Constitution est claire dans son article 119 quand elle énumère les matières dont a compétence un congrès. Donc là, c'est pas scientifique, c'est politique, carrément. Là, ce sont des interprétations, je dirais, c'est du juridisme. Oui. C'est du juridisme. Mais en termes de normes, je vous ai dit, une loi organique ne peut être supérieure à la Constitution. Une loi organique est faite pour compléter. Mais cette loi est en contradiction avec l'article 119 De la Constitution. de la Constitution. Ils ont voulu, en 2018, parce que cette loi a été taillée sur mesure en 2018, créer une loi spéciale pour le chef de l'État de l'époque qui s'apprêtait à devenir sénateur à vie. Mais ils l'ont fait en violation de la Constitution. Juste pour le protéger. Juste pour le protéger. Et alors, voilà ce qu'ils disent. Que M. Tshisekedi a tout intérêt à suivre cette disposition anticonstitutionnelle parce que demain, ça le servira. Regardez-moi cette façon, je dirais, impertinent de réfléchir. Donc, M. Tshisekedi devrait, je dirais, enjoindre la justice à ne pas poursuivre M. Kabila pour que demain, il bénéficie aussi de cette forme d'impunité totale. Pourquoi je dis impunité totale? Oui. Parce que, prenons un cas tout à fait, je dirais, simple. M. Tshisekedi, en 2028, ne sera plus président. Il ne pourra pas se représenter au regard des dispositions. Monsieur Tshisekedi, devenu sénateur à vie, au bord de sa voiture, renverse un paisible citoyen. Donc, il faudrait pour cela, si justice doit y avoir, que l'on convoque le Congrès pour cela. Vous voyez le niveau de bêtise, permettez-moi d'utiliser ce mot, à laquelle on veut nous conduire. Donc il faudrait, pour entendre M. Tshisekedi, qui aurait commis un accident de circulation ayant peut-être conduit à la mort de ce paisible citoyen, que l'on convoque le Congrès pour cela. C'est cela que M. Onyemba et consorts veulent nous faire croire. Monsieur Patrick Eyalé, voici la réaction de M. Moïse Katumbi sur cette affaire. La levée des immunités de Joseph Kabila risque d'exacerber les divisions et de fragiliser davantage la cohésion nationale. Votre avis par rapport à ce qu'il vient de dire? Je suis d'avis que M. Kabila, devenu sénateur à vie, n'est pas un quidam. Ni moins encore un tartampion. Je le concède. Autant que je concède aussi qu'il n'est pas, ici comme ailleurs, hein, ce n'est pas un cas particulier pour le Congo, ici comme ailleurs, amener un ancien président devant la justice, c'est quelque chose de délicat. Récemment, on l'a vu en France avec Nicolas Sarkozy, combien cela a suscité des émois. Ce n'est pas, je ne suis pas d'avis de ceux qui disent non, il doit être mis devant, il est congolais comme... Non, non, ce n'est pas un Congolais comme tout le monde. Raison gardée, il faut que nous ayons ça à l'esprit. Mais les faits qui lui sont reprochés sont quand même des faits graves. On ne l'accuse pas d'avoir, je dirais, pris Kingakati sans avoir payé quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui est plus important? La cohésion nationale ou la condamnation d'une personne ayant commis l'infraction? Non. Qu'est-ce qui est plus, non. Qu'est-ce qui est plus important? Non.
votre comparaison, vous n'avez pas mis les mots, je dirais, justes, en parlant de cette personne-là. Non. Cette personne-là, comme je dis, ce n'est pas un tartampion. C'est un ancien chef de l'État qui est accusé, pas non d'avoir volé un œuf, ni même un bœuf, mais d'être en intelligence avec l'ennemi pour déstabiliser les institutions. Dans une guerre prétendument de rébellion, mais qui est en fait une agression, ayant causé des milliers de morts. Tu vois, dans la balance, il y a de quoi se poser cette fois la question avant d'agir. Les faits qui nous sont reprochés ne sont pas des faits des crimes économiques. Ce ne sont pas des faits, je dirais, liés, comme je l'ai dit tantôt, à un accident de circulation. C'est des faits quand même assez graves. C'est-à-dire balayer ça d'un revers de la main, mettre ça sous le tapis, comme certains le veulent, c'est un peu trop facile. Merci beaucoup, M. Patrick. Au nom de la cohésion, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Avant de passer à la question suivante, une dame du PPRD, réagissant sur la suspension du parti politique PPRD, a dit l'objectif du président, pas simplement du président et tout son régime, tous ses hommes, c'est de déstabiliser l'ancien président et même toute sa famille politique. Elle a comparé le cas de Nanga qui est en rébellion affichée, qui parle, qui s'engage, qui signe même des communiqués. Son parti politique enregistré au ministère de l'Intérieur n'est pas inquiété, pas suspendu, l'agrément est toujours là. Mais elle est peut-être pas informée. Bon, je veux commencer par le début. Entre un individu, qui plus est ancien président de la République, qui œuvre à la déstabilisation des institutions, et un gouvernement qui œuvre pour protéger les institutions, le citoyen que je suis a fait son choix. Maintenant, la personne citée n'est pas sûrement informée. Le AFC fait aussi partie, permettez-moi la tautologie, des partis dont le ministre de l'Intérieur a demandé la dissolution. Autant que celui de M. Diongo. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de l'élan de solidarité manifesté par le porte-parole de Ensemble, qui s'est dit être solidaire de, je dirais, l'injustice que subirait le parti de Franck Diongo, lequel s'est affiché de façon péremptoire avec M. Nanga. Son deux tours, il a même dit, ce monsieur, qui fait tristement honte au combat qu'il disait porter de Lumumba, qui s'est clairement montré favorable à ce que l'armée rwandaise accompagne la rébellion pour renverser le pouvoir. Et M. Kamitatou se dit être, je dirais, malade à en perdre son latin du fait que l'on veuille dissoudre le parti de M. Diongo, qui montre clairement plus que de l'adhésion, son affection vis-à-vis de la vis-à-vis de ce que M. Kagame fait à l'est du pays. Mais quand vous suivez toute opposition, tous sont unanimes, pas tous, mais la majorité est unanime que ce n'est pas les condamnations des uns et des autres qui vont résoudre le problème. Il faut que tous se mettent autour d'une table. Kabila, Katumbi, Tshisekedi, tous autour de la 5O SCC pour trouver la solution. Condamner Kabila, Matata et les autres ne feront qu'exacerber la crise. Nous reviendrons, je pense que je reviendrai plus profondément quand j'interviendrai sur les propos de M. Tcholé. Non, nous assistons à une malice qui a été bien ourdie. La crise que nous avons, c'est une crise sécuritaire. Et les opposants y s'y sont greffés.
pour la présenter comme une crise politique. Ne parvenant pas à user des moyens démocratiques pour faire prévaloir leurs droits, ils ont choisi de se greffer à l'agression pour déstabiliser les institutions en place. Les associer dans un dialogue, avant même de résoudre cette crise sécuritaire, c'est placer la charrue avant le bœuf et c'est faire une prime. C'est faire une prime aux gens qui ont parié sur la guerre pour renverser les institutions. Monsieur Patrick Yalé, on est en train d'aller lentement mais sûrement. On va prendre cette sortie médiatique de l'abbé Donatien Chollet, tout récemment, au cours de l'Assemblée des évêques de la Cinco. Il s'est exprimé à propos des négociations et des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Voici ce qu'il dit. La prudence est salutaire, certes, mais elle ne doit pas se transformer en immobilisme ou suspension systématique, ou suspicion systématique. C'est-à-dire une théocratie, c'est-à-dire un régime où la parole des hommes d'église vaut loi. Non. L'impression qu'il donne, c'est comme si nous sommes dans une théocratie. Et qu'avant que le chef de l'État, le gouvernement, pose des actes, un peu comme en Iran, ils devraient être consultés. Et que leur avis avait primauté sur les décisions que peuvent prendre et le président et le gouvernement. Que non. Que non. Je disais que je suis toujours surpris quand j'entends M. Chollet, à moins que j'ai zappé, me référant encore à sa dernière sortie, nulle part, il dénonce l'agression. Mais à quoi, pourquoi vous tenez tous à cela? Dénoncer l'agression, pourquoi vous y tenez tous? Non, ce n'est pas qu'on... Souvent. Non, ce n'est pas qu'on y tient. Oui. Ils agissent, ou ils prétendent agir en tant que, je dirais, père spirituel. Oui. Mais, je peux vous retourner la question, même si vous n'êtes pas, je dirais, l'invité. Oui. Mais, pourquoi dénonce-t-il toujours le gouvernement? Pourquoi dénonce-t-il toujours le gouvernement? Jusqu'à emprunter mot à mot les condamnations sorties par les agresseurs. Je reviens encore sur cette fameuse condamnation lunaire que les Baswahili s'est rétraqué. Repris par la Senko. Ils sont toujours prompts à relayer les dénonciations portées par l'agression, la rébellion, l'opposition, mais jamais ne relaie la position du gouvernement. Mais l'Église catholique a toujours été un peu plus ou moins dans sa tradition un peu proche ou critique envers le pouvoir en place. Sous Kabila, c'était le cas. Sous Mobutu, c'était le cas. Même sous Lumumba. Est-ce que ça devrait changer sous Tshisekedi? C'est du pareil au même. Non. Non. Donc, je dirais, il y a eu... non, pas il y a eu. Il y a, je dirais, un jusqu'au-boutisme dans les chefs des clergés que l'on n'a pas très vu, que l'on n'a presque pas vu, jusqu'à relayer des propos qu'ils savent mensonger. Non, je n'ai pas souvenance. Mensonger? La traque des Baswahili, c'est du pur mensonge. Ils les savaient, mais ils ont alimenté ce mensonge. Ce qui me surprend dans leur position, que je trouve peu courageuse, pour ne pas dire complice. Quand ils font les prêches ici, son de tour, ils accusent le gouvernement des faits qu'ils pensent ou estiment être à charge du gouvernement. Mais chaque dimanche, je vois Nanga et les siens danser dans l'église catholique sans que l'officiant de la messe n'ait quoi à lui redire, quoi que ce soit, ni l'officiant, ni ceux qui sont à Kinshasa. Donc leur courage, ils ne les ont que pour vilipender le président et le gouvernement, même en racontant des mensonges. Mais devant Nanga
qui chaque dimanche dansent allègrement devant l'officiant, ils n'ont aucun courage, même pour parler de l'insécurité qui règne à Goma. Rien de cela. Et devant d'ailleurs Nanga et compagnie, ils ont arboré un sourire, allant jusqu'à dire que la vie continue. Je parle de M. Ntcholé répondant à un journaliste de France 24 qui lui posait la question sur les massacres qu'il y a à Goma. Et il a trouvé des mots. Il a trouvé des mots pour justifier qu'il n'y avait pas lieu de condamner les massacres et que la vie continue. Et aller jusqu'à dire, M. Ntcholé, qu'il trouvait, je dirais, anormal que la banque centrale et l'aéroport soient fermés. Monsieur Dan, où avez-vous un gouvernement facilité la tâche à une rébellion? Où avez-vous vu ça? C'est-à-dire, M. Ntcholé demande au gouvernement de faciliter la tâche à l'armée rwandaise et à la rébellion en ouvrant l'aéroport de Goma et en laissant la banque opérer.